Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs les collaborateurs, je n'ai pas cité tous les titres, je vais en faire l'économie. Chers frères et sœurs, je voudrais en retour, en réponse au message que le directeur de cabinet, le ministre directeur de cabinet vient de lire en votre nom, vous dire en retour merci, et merci beaucoup. Ce que vous venez de dire me va droit au cœur, d'autant plus que tout ce qu'on a réussi pendant cette année l'a été grâce à votre travail, à votre engagement et à votre loyauté. Tout ce que j'ai eu à dire ici et là, que j'ai eu à faire, s'inspire, comme je le dis toujours, d'abord les orientations du président de la transition, de mes convictions fortes, établies et solides de longue date, que beaucoup savent, rétrospectivement, de la demande forte des Maliens qui se sont mobilisés pour aboutir au changement qui nous vaut d'être là aujourd'hui, mais aussi de la traduction en discours, en actes, en action, que vous m'aidez par votre savoir-faire, par votre expérience, par votre intelligence, à réaliser et à mettre en œuvre. C'est l'ensemble qui fait la beauté de notre action et qui fait le résultat dont beaucoup de Maliens sont fiers aujourd'hui. Monsieur le directeur de cabinet, vous avez effectivement marqué 3 dates fortes que les Maliens retiendront et l'histoire retiendra toujours. Le 9 janvier, effectivement, où on a voulu nous assommer. Le 25 mars, où nous avons montré que nous pouvons plier sans rompre. Et enfin, le 3 juillet, je pense que la sagesse et la raison a prévalu entre frères d'une même famille qui s'étaient disputés à un moment donné de l'histoire. Dans tous mes discours, malgré la forte pression de l'opinion publique, j'ai toujours dit que le Mali a vocation à unir les Africains. Et donc les difficultés, les obstacles que nous rencontrons ne doivent pas nous amener à abandonner nos convictions, les convictions des pères fondateurs qui ont posé les premières pierres de la fondation de l'État malien. Nous avons toujours espéré que la raison prévaudra dans nos relations avec nos frères de la CEDEAO, qui ont fini effectivement par comprendre que les sanctions ne sont pas une solution et ont accepté, Dieu merci, que le peuple malien a un fort besoin de réforme, que la transition ne peut pas se ramener uniquement à l'organisation mécanique d'élections. Surtout qu'on en a organisé depuis 30 ans, mais qu'il faut des réformes solides, des réformes profondes. Il faut régler certaines questions essentielles pour la vie des Maliens, comme la lutte contre la corruption et l'impunité. Il faut créer les conditions pour minimiser les résultats, la contestation des résultats des élections. Il faut enfin
mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation, de façon à préserver notre pays d'une désintégration à moyen ou long terme. Ces conditions n'étaient pas acceptées ni comprises au départ. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes arrivés à un compromis honorable, je pense, pour tout le monde. Mais entre-temps, le peuple malien a fait face, il n'avait pas d'autre choix, aux épreuves. Et je pense qu'il fallait aussi passer par ça pour que tout le monde sache que c'est une nation dont la solidité pousse ses racines dans l'histoire. Vous vous souviendrez que le 14 janvier 2022, qui est aussi une date historique que nous devons désormais retenir dans les annales de l'histoire de notre pays, le 14 janvier, lorsque le peuple malien s'est mobilisé comme un seul homme, avec plus de 4 millions de Maliens, le même jour, à la même heure, sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. En fait, c'est ce jour que le destin de la transition s'est joué. Ce jour-là, si le peuple n'avait pas répondu à l'appel du président de la transition, des autorités de la transition, nous aurions tiré les conséquences. Mais ce jour-là, le peuple malien a dit de façon claire qu'il est prêt à s'assumer, à faire face à toutes les difficultés pour se réapproprier son destin, pour affirmer sa volonté de conduire ses affaires lui-même et non pas dictées de l'extérieur. Même si nous sommes réalistes, nous sommes dans un environnement mondial aujourd'hui où on n'est pas seul. On doit compter avec notre environnement, on doit compter avec ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs à cette date historique que vous avez retenue, où nous avons montré que nous savons gouverner. Gouverner, c'est prévoir, c'est aussi savoir lâcher du lest quand c'est nécessaire, ce que j'ai appelé plier sans rompre. Parce que nous n'avons renoncé à aucun des objectifs majeurs autour desquels la transition a été fondée. Aucune revendication majeure autour de laquelle le peuple malien se mobilisait. Mais avant le 14 janvier, on a eu les assises nationales de la refondation, qui sont terminées le 30 décembre, mais dont les résolutions ont été mises sur papier, validées, adoptées par le gouvernement en janvier 2022. Ces assises nationales aussi ont été un point de départ, ont donné une forte légitimité aux autorités de la transition, au président de la transition. Tout le monde a compris au sortir de ces assises, inédites dans l'histoire contemporaine de notre pays, avec plus de 80 000 personnes ayant participé de la base au sommet, avec des recommandations qui projettent le Mali sur 20-30 ans. Ces assises ont montré clairement qu'à la tête du pays se trouve une équipe qui sait d'où elle vient, qui sait où elle doit aller, qui sait comment y aller, qui sait avec quels moyens humains surtout il doit y aller. Je pense que c'est ce qui a redonné confiance aux Maliens. C'est à partir du 14 janvier, à partir de la validation des conclusions des assises nationales de la refondation, je pense que nous avons fixé un nouveau départ.
Aujourd'hui, avec la levée de l'embargo, il s'agit de tourner la page de l'incompréhension avec nos frères de la CEDEAO. Et écrire cette fois-ci une nouvelle page pour redonner confiance aux Maliens qui ont montré leur capacité de résistance et de résilience, pour leur permettre d'écrire de façon réussie les pages qui restent à écrire pendant la transition, d'ici la fin de la transition, que l'essentiel des objectifs fixés par le peuple malien, les principales tâches assignées par le président de la transition puissent être réalisées. C'est à cela que je vous convie, que vous nous aidiez à réussir la transition pour minimiser les risques de contestation des élections et faire en sorte que ce soit la dernière fois qu'à cause de la contestation de la gouvernance du pays par les citoyens, que les forces armées de sécurité se voient obligées d'intervenir. Notre souhait, c'est que ce soit la dernière transition dans notre pays, parce que des nouvelles règles vont être fixées où chacun se sentira redevable, quelle que soit la position où il est, où le peuple ne sentira jamais pris en otage par les dirigeants au point qu'il n'a d'autre solution que de contester dans la rue ou faire intervenir les forces armées de sécurité. Ces conditions doivent être fixées dans les nouveaux textes que nous allons rédiger ensemble, tous les Maliens, doivent être définies aussi par ce que la transition va poser comme acte par rapport aux principales revendications du peuple qui ont conduit au soulèvement de 2020. Mais pour réussir cela, le président de la transition a déjà fixé un premier cap. Il demande l'union sacrée de l'ensemble des Maliennes et Maliens autour de l'essentiel. Sauver notre pays et atteindre les objectifs de la transition. Donc je vous demande de nous aider à concrétiser en discours, en acte, en action, en décision, cette volonté du président de la transition. Une union sacrée des Maliens autour de notre pays pour réussir la transition. Souder notre peuple autour de l'essentiel. Faire en sorte que notre armée se sente tous les jours soutenue, aimée, parce que, j'ai l'habitude de le dire, l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Je le répète à toutes les occasions. Parce que de mes petites connaissances de l'histoire, tous les pays qui se sont affirmés, c'est des pays qui ont donné une importance fondamentale à la construction de leurs outils de défense et son maintien en éveil permanent. Et dans notre cas, je crois que l'erreur à ne plus jamais commettre, c'est de négliger notre outil de défense, quel que soit celui qui viendra au pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais vous dire. Vous remercier encore une fois. Et faites en sorte que cette nouvelle page qu'on ouvre ait deux caractéristiques. D'abord, la continuité par rapport aux objectifs initiaux, mais aussi effectivement des changements et dans la façon de travailler, peut-être les discours et les actes, mais pour l'essentiel qu'on maintienne le cap. Les objectifs autour desquels le peuple s'est soulevé, pour les atteindre, il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de compromis ni de compromission possible sur ça. Tout le reste, on le discute entre Maliens, on se fait des concessions réciproques pour que le pays puisse avancer dans la paix, dans la concorde et dans la sécurité. Voilà ce que je voudrais vous dire. Vous remercie encore de votre engagement. Certains ont pu être, je ne dis pas blessés, c'est trop fort, mais il y aurait pu y avoir des incompréhensions entre certains et moi, parce que à cause de cette phase
de la lutte pour imposer certains choix stratégiques de la transition, le temps a peut-être manqué pour parler avec beaucoup d'entre vous. Parce qu'on était à un niveau de confrontation stratégique tel qu'il ne restait pas beaucoup de temps pour parler avec tout le monde. Parce qu'il fallait d'abord faire accepter le fait que la transition ne peut pas se ramener uniquement qu'à des élections. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Dans cette étape-là, certains ont peut-être dû se sentir négligés parce qu'il n'y a pas de contact physique, mais je reçois toutes les notes que vous envoyez. Tous ceux qui travaillent sur les dossiers, je les lis avec beaucoup d'attention. Donc il y a beaucoup que je connais par leur signature sans les connaître physiquement. Ce n'est pas une preuve de négligence, c'est juste ce que les circonstances du moment ont imposé. Je suis venu des mouvements de masse où tout le monde a besoin d'attention. Plus de 300, 400, 500 WhatsApp par jour. Plus de 150 SMS. Plus de 300 appels. Et tout le monde se plaint que le président ne prend plus le téléphone. 1 heure à 2 heures par jour, entre 23h et 1 heure pour sélectionner 10, 20, 30, 40, 50, souvent 100 avec qui parler. Lire les dossiers à partir de 5h30 jusqu'à 7h. Donc il ne reste pas beaucoup de temps. Et les audiences qui se succèdent à partir de 15h. Donc il ne restait pas beaucoup de temps pour les contacts physiques. Donc personne ne comprend parce qu'on le néglige. Mais je lis tout ce que vous écrivez. Et comme je dis, je connais beaucoup par leur signature sans les voir physiquement. Donc je voudrais vous remercier pour ça. Pour la confiance aussi que vous avez manifestée à mon endroit en retour. Il y a certains que j'ai gardés, d'autres sont venus, d'autres viendront bientôt pour renforcer le cabinet parce que la nature des tâches a changé maintenant. Mais ce dont je peux vous donner l'assurance, c'est que je continuerai à avoir la même considération, le même respect pour vous jusqu'à la fin de mon séjour ici. Parce que, in fine, je souhaite qu'après avoir quitté le poste de Premier ministre, tisser avec chacun d'entre vous des relations d'amitié, même de famille, pour qu'après toutes ces fonctions, on puisse se voir dans la vie, se fréquenter. Certains, peut-être, je lirai des amitiés pour toujours avec eux, avec leur famille. Je pense que c'est dans ça aussi qu'on peut apprécier la réussite d'une mission publique. Voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier tous.